Étiquetée comme la fille moche au lycée, et reniée par ma famille. 10 ans plus tard, je les ai retrouvés au mariage de ma sœur. Son mari a demandé, « Tu la connais ?» J'ai répondu, « Bien plus que tu ne le crois. » Je m'appelle Brianna Miller, j'ai 28 ans, et je me tiens devant le lieu de réception du mariage de ma sœur Heather, le cœur battant à tout rompre contre mes côtes. Il y a 10 ans, ma famille m'a renié. J'étais le vilain petit canard, celle qui les embarrassait à chaque instant. Ils ne s'attendaient pas à me revoir un jour, et certainement pas en tant que la femme que je suis devenue aujourd'hui. Le visage de ma sœur, quand elle m'a aperçu à l'autre bout de la pièce, valait de l'or. Son nouveau mari n'avait aucune idée de qui j'étais, ce qui a rendu la suite des événements encore plus savoureuse. Avant de vous raconter comment ma famille a réagi lorsqu'ils m'ont enfin reconnu, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton d'abonnement, et rejoignez-moi pour découvrir comment je suis passé de paria de la famille, à la personne qu'ils n'auraient jamais cru que je puisse devenir. Grandir à Greenwich, dans le Connecticut, signifiait quelque chose de bien précis. Cela rimait avec richesse, statut social, et surtout, pour mes parents, avec apparence. Notre maison de style colonial, avec sa pelouse parfaitement tondue et sa petite barrière blanche immaculée, reflétait ce que mes parents voulaient que notre famille soit, sans aucun défaut. Ma mère, Catherine Miller, était la mondaine par excellence, toujours vêtue de vêtements de créateur, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, et son sourire travaillé à la perfection pour les réceptions du country club. Mon père, Richard Miller, était un éminent banquier d'affaires, dont la plus grande fierté semblait être le réseau qu'il entretenait, ainsi que l'impression que sa famille laissait aux autres. Ensuite, il y avait nous, les enfants, ma grande sœur Heather, et moi. Dès le début, le contraste entre nous était saisissant, et il ne passait jamais inaperçu. Heather avait été bénie, héritant de la beauté naturelle de notre mère. Grande, élancée, avec de longs cheveux blonds et des yeux bleus éclatants, elle charmait tous ceux qu'elle croisait. Elle était la fille parfaite, à tous points de vue, reine du bal, élève modèle avec que des 20-20, et capitaine de l'équipe de tennis. Quand Heather entrait dans une pièce, les gens le remarquaient. Mes parents rayonnaient de fierté à chaque fois qu'elle accomplissait quelque chose, que ce soit remporter le concours de sciences, ou être invité au bal de promo par le quarterback de l'équipe. Moi, en revanche, j'étais la déception. Pendant qu'Heather s'épanouissait, je luttais contre une acné sévère qui couvrait mes joues et mon front, un appareil dentaire en métal qui me complexait dès que je souriais, et une dizaine de kilos en trop, qui me poussait à me cacher dans des vêtements amples. Mes cheveux châtains ternes ne semblaient jamais bien se coiffer, et mes lunettes glissaient constamment sur mon nez. Lors des réunions de famille, les proches s'extasiaient devant Heather, puis se tournaient vers moi, avec ce regard plein de pitié qui en disait long, sans même prononcer un mot. « Brianna, pourquoi ne peux-tu pas faire un effort sur ton apparence, comme ta sœur ?» me demandait ma mère, tout en appliquant son rouge à lèvres, avant de partir en soirée. Les impressions font tout, dans ce monde. Mon père était moins direct, mais tout aussi destructeur. « Ta sœur a déjà été acceptée dans 3 universités de l'Ivy League », commentait-il pendant le dîner. « Quels sont tes projets, déjà ?» Et ce, malgré mes excellentes notes dans les cours de mathématiques avancées et de sciences, des résultats qui ne semblaient jamais trouver grâce à ses yeux. Les comparaisons constantes étaient implacables. « Regarde comment Heather se tient », disait ma mère. Ou remarque comment tout le monde est naturellement attiré par ta sœur. C'est ça, l'intelligence sociale. Le message était clair, j'étais défaillante, et ce, sur tous les points qui comptaient pour eux. Il y avait bien de rares moments de normalité, de brefs aperçus de ce que pourrait être une famille unie et bienveillante. Comme ce jour où mon père nous a appris à nager à toutes les deux, pendant un été, en me guidant patiemment pour vaincre ma peur des eaux profondes. Ou encore les matins de Noël, lorsque le statut social et les apparences passaient, temporairement, au second plan. D'une certaine manière, ces souvenirs rendaient les choses encore pires. Ils me montraient ce que nous aurions pu être, si les apparences n'avaient pas eu autant d'importance. L'école n'était guère mieux. Alors qu'Heather collectionnait les amis sans aucun effort, je me retrouvais à déjeuner seul, plongé dans des livres sur la programmation informatique et la technologie, quelque chose dans le codage me parlait profondément. Dans ce monde-là, ce qui comptait, c'était vos compétences et votre logique, et non votre apparence ou le nom de votre famille. J'ai commencé à apprendre à coder toute seule à l'âge de 14 ans, en créant des jeux simples et des sites web dans ma chambre, pendant qu'Heather organisait des soirées pyjama au rez-de-chaussée. Tout le monde se fiche des ordinateurs,
Brianna, m'a dit un jour ma mère, en me trouvant penché sur mon ordinateur portable, à minuit. Tu devrais te concentrer sur tes compétences sociales. C'est ça qui te fera avancer dans la vie. La seule personne qui me voyait différemment, c'était ma grand-mère, Éléanore. Contrairement à mes parents, grand-mère Éléanore privilégiait le fond, plutôt que la forme. Pendant les visites estivales dans sa modeste maison du Vermont, je pouvais enfin respirer. Elle écoutait mes explications passionnées sur mes projets de codage, avec un intérêt sincère. « Tu as un esprit brillant, Brianna », m'a-t-elle dit un jour, sa main ridée serrant la mienne. Certaines personnes ne le verront pas, parce qu'elles sont aveuglées par la surface, mais ne doutent jamais de ta valeur. Ces étés passés avec grand-mère Éléanore étaient comme de l'oxygène, me maintenant en vie face à l'étouffement de ma vie à la maison. Elle me montrait de vieilles photos d'elle, jeune femme, au physique très classique selon les standards conventionnels, mais avec une intelligence féroce dans le regard. La beauté se fane, disait-elle, mais l'intelligence ne fait que se renforcer avec le temps. Je m'accrochais à ces mots lors des dîners de famille, lorsque la conversation tournait exclusivement autour du dernier exploit des heures ou d'une astuce beauté, ma présence étant à peine remarquée. Je me repliais davantage dans mon univers de programmation, trouvant du réconfort dans un espace où je pouvais créer quelque chose de précieux, peu importe mon apparence physique. J'étais loin de me douter, à l'époque, à quel point les paroles de ma grand-mère seraient prophétiques, ni à quel point ma vie allait radicalement changer. Le lycée fut l'endroit où le contraste entre Heather et moi est devenu un gouffre, bien trop large pour être franchi. Alors qu'elle flottait dans les couloirs, toujours entourée d'admirateurs, je suis devenu invisible, ou pire, une cible. Le lycée de Ridgeview fonctionnait avec la même monnaie d'échange que ma propre maison, les apparences, et le statut social. Je ne possédais ni l'un ni l'autre. Lors de mon année de première, le harcèlement est passé de simples chuchotements, à une cruauté pure et simple. Un groupe de filles, mené par Amanda, l'amie d'Heather, a créé un compte sur les réseaux sociaux intitulé Brianna Watch, où elle publiait des photos peu flatteuses de moi, accompagnées de légendes brutales. Le pire n'était pas les inconnus qui se moquaient. C'était de voir le nom d'utilisateur de ma sœur, en plein milieu de la liste des abonnés. C'est juste une blague, Brianna, m'a répondu Heather quand je l'ai confrontée, en levant les yeux au ciel. Tu es toujours si sensible à propos de tout. Peut-être que si tu faisais un effort sur ton apparence, les gens te traiteraient différemment. Ces mots faisaient parfaitement écho à ceux de notre mère. Je me demandais si elle s'en rendait seulement compte. Le sommet de l'humiliation a été atteint lors de la fête de remise des diplômes d'Heather. Mes parents avaient transformé notre jardin en un lieu de réception digne d'un magazine, avec des guirlandes lumineuses, un service de traiteur, et même un petit orchestre. Tous ceux qui comptaient à Greenwich étaient présents, pour célébrer la réussite de la fille en or. J'avais passé des heures à me préparer, tentant de dompter mes cheveux frisés, et de masquer mon acné avec du maquillage. J'avais même acheté une nouvelle robe, bleu marine avec de petites fleurs blanches, qui, je le pensais, m'allait plutôt bien. Pour une fois, j'avais envie d'avoir ma place, dans ma propre maison. Je me tenais près du bol de punch, quand j'ai surpris une conversation entre Amanda et ses amis. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle porte? On dirait qu'elle ne fait même pas d'effort, a ricané Amanda. Imagine devoir l'emmener avec toi pour les visites d'université, a ajouté une autre fille. Je mourrais de honte si les gens pensaient qu'on est de la même famille. Puis, la voix d'Heather s'est fait entendre, un peu plus basse, mais reconnaissable entre mille. Arrêtez, les filles. Ce n'est pas de sa faute si elle a hérité des mauvais gènes. Elles ont toutes éclaté de rire, sans remarquer que je me trouvais à seulement quelques mètres de là. Le gobelet de punch tremblait dans ma main, tandis que mes larmes menaçaient de couler. Mais le pire restait à venir. Ma mère s'est approchée de leur cercle, surprenant la fin de leur conversation. Au lieu de me défendre, elle a fait un sourire crispé et a dit, « Heather, ma chérie, les Anderson viennent d'arriver. Viens leur dire bonjour. » Pas un mot sur leur cruauté, pas même une reconnaissance du fait que j'existais. Je me suis réfugié dans ma chambre, et j'ai pleuré jusqu'à en avoir les yeux gonflés. Cette nuit-là a tout cristallisé. Je ne serai jamais assez bien pour cette famille, en restant tel que j'étais. Malgré la tempête émotionnelle, je me suis plongé dans mes études, avec une ferveur renouvelée. Si je ne pouvais pas être belle selon leurs critères, alors, je serais brillante. Mes projets de programmation sont devenus de plus en plus sophistiqués, attirant l'attention de mon professeur d'informatique, Monsieur Lambert,
qui m'a encouragé à postuler dans les meilleurs programmes technologiques. Tu as un talent naturel pour ça, m'a-t-il affirmé. Le programme d'informatique de l'université de Stanford aurait beaucoup de chances de t'avoir. Lorsque la lettre d'admission de Stanford est arrivée, accompagnée d'une bourse partielle, j'étais folle de joie. Pour une fois, j'avais accompli quelque chose que même Heather n'avait pas réussi. Elle s'était contentée de Yale, l'ancienne université de mon père. J'imaginais, bien naïvement, que cela m'attirerait enfin leur respect. J'ai présenté ma lettre d'admission lors du dîner, les mains tremblantes d'excitation et de nervosité. Stanford, a dit mon père, en jetant à peine un coup d'œil à la lettre. C'est en Californie, c'est tellement loin. Ils ont le meilleur programme d'informatique du pays, ai-je expliqué. Et ils m'offrent une bourse. Une bourse partielle, a corrigé ma mère, en fronçant les sourcils. Nous aurions quand même une belle somme à débourser. C'est un investissement pour mon avenir, ai-je dit, les mots se coinçant dans ma gorge. Mon père a posé sa fourchette. Brianna, soyons réalistes. L'université coûte cher, et nous devons prioriser les investissements qui seront rentables. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé, bien qu'au fond de moi, je connaisse déjà la réponse. Cela veut dire, est intervenue ma mère, que nous devons évaluer tes probabilités de réussite. Heather a un potentiel évident. Elle est à l'aise socialement, elle présente bien, et elle a le bon réseau grâce à sa sororité. Ces choses-là comptent, dans le monde réel. Et mes résultats scolaires ne comptent pas? Ma voix s'est brisée. Ne sois pas dramatique, a soupiré mon père. Nous disons simplement qu'investir dans les études de droit de ta sœur est beaucoup plus logique, financièrement parlant, que de t'envoyer à l'autre bout du pays pour ton passe-temps sur ordinateur. Ce n'est pas un passe-temps. J'ai été accepté dans l'un des meilleurs programmes au monde, ai-je protesté, les larmes commençant à couler. Brianna, a dit ma mère froidement, regarde-toi en ce moment même, émotive, débraillée, en train de faire une scène. Penses-tu vraiment être prête pour le monde professionnel? Tu arrives à peine à survivre à un dîner de famille. Ces mots m'ont frappé comme de véritables coups physiques. Mais ce qui a suivi a été le coup de grâce. Soyons honnêtes, a déclaré mon père. Tu es le vilain petit canard de cette famille, et aucun diplôme universitaire ne changera jamais cela. Dans notre monde, la présentation est primordiale. Le réseau est essentiel. Tu n'as tout simplement pas ce qu'il faut. Un silence de mort est tombé sur la pièce. Même Heather semblait mal à l'aise. Richard, a murmuré ma mère, non pas pour s'opposer à sa cruauté, mais plutôt à son manque de tact. Je me suis levé lentement, les jambes tremblantes. Alors c'est ça? Je ne mérite pas qu'on investisse en moi, juste parce que je ne suis pas assez jolie? Nous sommes pragmatiques, a répondu mon père. Et c'est peut-être une université de quartier. Vois si tu arrives à t'améliorer. J'ai quitté la table sans ajouter un mot, et je me suis enfermé dans ma chambre. À travers mes larmes, j'ai pris une décision, je ne m'en dirai plus jamais leur approbation. Le lendemain, grand-mère Eleanor m'a appelé, ayant pressenti, d'une manière ou d'une autre, que quelque chose n'allait pas. Lorsque je lui ai tout raconté, entre deux sanglots, elle est restée silencieuse pendant un long moment. Fais tes valises, a-t-elle finalement dit. Rejoins-moi à la banque demain midi. J'ai quelque chose pour toi. Elle économisait depuis des années, m'a-t-elle avoué le lendemain, en me tendant un chèque de banque de 20 000 €. J'ai toujours su que tu pourrais avoir besoin d'un fonds de secours, a-t-elle dit, le regard vibrant d'un amour féroce. C'était prévu pour ma retraite, mais tu en as beaucoup plus besoin que moi. Pars en Californie. Deviens celle que tu es censée être. Je l'ai serrée dans mes bras, et nous avons pleuré toutes les deux. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, lui ai-je promis. Réussi, c'est tout, a-t-elle murmuré. C'est le seul remboursement dont j'ai besoin. 2 jours plus tard, je suis parti, avec une seule valise et mon ordinateur portable. Je n'ai pas dit au revoir à mes parents, ni à Heather. À la place, j'ai laissé un mot, je pars devenir quelqu'un que vous regretterez d'avoir rejeté. J'étais loin de me douter, à ce moment-là, à quel point ces mots s'avéreraient prophétiques. Seattle, au mois de septembre, n'avait absolument rien à voir avec le Connecticut. La bruine constante semblait parfaitement en accord avec mon humeur, alors que je m'installais dans l'appartement le moins cher que j'avais pu trouver. Un minuscule studio, avec une simple plaque chauffante en guise de cuisine,
partagé avec 2 autres filles, dans un immeuble qui sentait perpétuellement le linge humide. Stanford avait été le rêve absolu, mais la réalité avait d'autres plans pour moi. L'Université de Washington m'avait offert une place de dernière minute, avec un programme d'aide financière tout à fait correct, lorsque je leur avais expliqué ma situation. Ces premiers mois ont mis à l'épreuve chaque once de ma détermination. Je travaillais le matin dans un café, le soir comme serveuse, et le week-end, je faisais de la saisie de données, tout en suivant un cursus complet en informatique. Le sommeil était devenu un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Certaines nuits, recroquevillé sur mon fin matelas, avec les bruits de la ville qui filtraient à travers les murs en papier mâché, je me demandais si mon père n'avait pas raison, peut-être que je n'avais pas l'étoffe nécessaire. Mes colocataires, Lynn, étudiante en biochimie, et Dakota, étudiante en art, sont devenus mes amis par la force des choses, plutôt que par choix. Elles ont été les témoins de mes moments les plus sombres, comme le jour où j'ai reçu cet appel m'informant que mon paiement partiel pour les frais de scolarité était échu, et qu'il me manquait encore 1000 €. Tu as à peine mangé de toute la semaine, a fait remarquer Lynn, en poussant vers moi une assiette de ses raviolis faits maison, alors que je faisais mes comptes pour la énième fois. Je vais bien, ai-je répondu, bien que mon estomac grogne, me trahissant sur le champ. Mange ça, a ordonné Dakota avec fermeté. Et prends ça aussi. Elle m'a tendu un prospectus pour un concours de programmation, avec un prix de 2000 € à la clé. Tes programmes de robots bizarres sont vraiment bons. Tu devrais y participer. J'ai bien failli ne pas le faire. La petite voix dans ma tête, qui ressemblait étrangement à celle de ma mère, n'arrêtait pas de me murmurer que j'allais me ridiculiser, mais le désespoir s'est avéré plus fort que le doute. Le concours consistait à créer un algorithme permettant d'optimiser la fluidité du trafic urbain. Fluidifier le trafic. J'y ai travaillé pendant 72 heures d'affilée, carburant au café de distributeur automatique et à la pure détermination. Au moment de présenter ma solution, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon ordinateur portable. Mais, alors que j'expliquais mon approche, il s'est produit quelque chose d'étrange, les gens écoutaient. Les juges m'ont posé des questions qui traduisaient un véritable intérêt, et non de la pitié ou du dédain. Je n'ai pas décroché la première place, mais ma place sur le podium m'a tout de même rapporté 1000 €, et surtout, quelque chose de bien plus précieux encore. La reconnaissance de personnes qui comprenaient ce domaine. L'une des juges, la professeure Morgan, s'est approchée de moi après la remise des prix. Votre solution fait preuve d'une incroyable perspicacité, m'a-t-elle dit, ses yeux gris perçant derrière ses lunettes rondes, surtout pour une étudiante de première année. Prévoyez-vous de vous spécialiser dans le développement d'algorithmes? Pour la première fois, quelqu'un s'intéressait à mon cerveau, et non à mon apparence. La sensation était tellement inédite, qu'il m'a fallu un instant avant de pouvoir lui répondre. La professeure Morgan est devenue mon mentor, elle m'a recommandé pour des postes d'assistante de recherche, et m'a présenté à ses contacts, au cœur de la scène technologique florissante de Seattle. Sous son aile, j'ai commencé à percevoir mon propre potentiel à travers son regard, et non plus à travers celui de ma famille. L'industrie technologique a besoin d'esprits comme le vôtre, m'a-t-elle confié lors de l'une de nos réunions hebdomadaires. Des esprits créatifs, résilients, et qui n'ont pas peur de remettre en question les approches conventionnelles. À la fin de mon année universitaire, j'avais décroché un stage d'été dans une petite entreprise de logiciels de sécurité. Le salaire n'était pas mirobolant, mais l'expérience, elle, était inestimable. Je sentais que je grandissais, non seulement en tant que programmeuse, mais aussi en tant que personne. Pour la toute première fois, j'évoluais dans un environnement où mon apparence n'avait aucune importance, face à ce que j'étais capable de créer. Mon cercle social s'est élargi petit à petit, me faisant rencontrer des personnes qui privilégiaient le fond sur la forme. Mon groupe de révision, composé d'Eden, Zoé et Marcus, est devenu un véritable groupe d'amis, des gens qui ne m'ont jamais mise mal à l'aise par rapport à mon physique ou à mes origines. Avec eux, je pouvais tout simplement être Brianna, le génie du codage, et non Brianna, la déception de la famille. Tu penses différemment de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, m'a dit Eden un jour, alors que nous nous attaquions à un devoir particulièrement complexe. C'est comme si ton cerveau trouvait des chemins que le reste d'entre nous ne voit même pas. Les changements physiques se sont opérés lentement, presque sans que je m'en rende compte. Le stress permanent, qui aggravait mon acné, a commencé à s'estomper, à mesure que je trouvais ma place. Le fait de marcher partout, parce que je n'avais pas les moyens de me payer le bus, a tonifié mon corps naturellement.
Un jour, Dakota a insisté pour me couper les cheveux, transformant ma crinière rebelle en un carré élégant, qui mettait vraiment en valeur la forme de mon visage. Tu vois, a-t-elle lancé, en me faisant pivoter vers le miroir. Tu te cachais, derrière toute cette masse de cheveux. Je me suis à peine reconnu, non pas parce que j'étais soudainement devenue une reine de beauté selon les standards classiques, mais parce que la confiance en moi avait commencé à illuminer mes traits, de l'intérieur. Au cours de ma 3e année, j'ai rencontré Jordan lors d'un hackathon. Grand, avec de beaux yeux marrons pleins de douceur, et un rire facile. Il a été la toute première personne à faire battre mon cœur, pour des raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec l'anxiété. Notre relation s'est développée lentement, construite sur un respect mutuel et des passions communes. J'aime la façon dont ton esprit fonctionne, m'a-t-il avoué lors de notre premier vrai rendez-vous, en replaçant une mèche de cheveux derrière mon oreille, avec une douceur qui m'a fait frissonner. Tu vois des solutions, là où les autres voient des obstacles. La première fois que nous nous sommes embrassés, debout sur le toit de son immeuble, avec la ligne d'horizon de Seattle qui scintillait tout autour de nous, j'ai ressenti une guérison dont j'ignorais avoir besoin. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui me voyait vraiment, et qui aimait ce qu'il regardait. J'ai obtenu mon diplôme avec les plus hautes distinctions, et de multiples offres d'emploi à la clé. La professeure Morgan rayonnait comme un parent fier, lorsque j'ai traversé l'estrade. Mes colocataires ont applaudi assez fort pour compenser l'absence totale de ma famille. J'avais réussi, je m'étais transformé, passant de la fille qui ne valait pas un investissement, à une femme avec un avenir si brillant et qu'il nécessitait le port de lunettes de soleil, comme plaisantait Dakota. La seule ombre au tableau, dans cette nouvelle vie, a été la nouvelle annoncée par le voisin de ma grand-mère, Eleanor s'était éteinte paisiblement, dans son sommeil. La seule femme qui avait cru en moi, quand personne d'autre ne le faisait, n'avait pas vécu assez longtemps pour voir ma réussite. J'ai pleuré pendant des jours. Mon chagrin se mêlait à la culpabilité de ne pas lui avoir rendu visite plus souvent. Elle savait, me consolait Jordan. Les gens qui nous aiment de cette façon le savent toujours. Ce qui a fait presque aussi mal que sa perte, c'est de découvrir que personne, dans ma propre famille, n'avait pensé à me prévenir. J'ai appris son décès par un message Facebook de son voisin, et non par mes parents ou ma sœur. La preuve ultime, s'il en fallait une, que j'avais été véritablement effacé de l'histoire familiale. Alors que je me tenais là, dans ma toge de diplômé, mon diplôme à la main, j'ai fait une promesse silencieuse à ma grand-mère, son investissement en moi continuerait de fructifier. Ce n'était que le début. Ma carrière a débuté chez Vertex Security, une entreprise de cybersécurité de taille moyenne, basée à Seattle. J'ai commencé en tant que développeuse junior, un tout petit rouage dans une immense machine. Mais j'étais bien déterminé à laisser ma marque. J'ai rapidement découvert que l'industrie technologique pouvait être tout aussi focalisée sur les apparences que la haute société de Greenwich, mais simplement avec des critères différents. Ici, les femmes n'étaient souvent pas jugées sur leur beauté, mais sur leur capacité à correspondre, ou non, aux stéréotypes du programmateur. Mon sexe faisait de moi une anomalie. Ma façon de penser novatrice faisait de moi une menace, pour certains. Ton approche est intéressante, mais inutilement complexe, a commenté un développeur senior nommé Greg, lors de la révision de mon code. Et ce, bien que ma solution soit beaucoup plus efficace que l'approche standard. C'est vite devenu un schéma récurrent. Mes idées étaient rejetées, et mes contributions, systématiquement minimisées. Au lieu de battre en retraite, j'ai canalisé la résilience de ma grand-mère. J'ai tout documenté, j'ai construit des cas de tests irréprochables, et j'ai laissé les résultats parler d'eux-mêmes. Au bout de 6 mois, j'ai identifié une vulnérabilité critique dans notre produit phare, au cours d'un audit de sécurité interne. Cela pourrait potentiellement exposer les données de nos clients, ai-je expliqué lors de la réunion d'équipe, en présentant mes conclusions avec méthode. J'ai développé un correctif, qui résout le problème sans compromettre les performances. Un silence de plomb est tombé sur la pièce. La directrice technique, Rachel Chen, m'a observé avec un intérêt soudain. Déployez-le, a-t-elle simplement déclaré. Et je vous veux dans l'équipe d'audit de sécurité, à partir de maintenant. Cet instant précis a marqué un tournant décisif. Sous le mentorat de Rachel, je me suis épanoui. Elle ne m'a pas seulement enseigné des compétences techniques, elle m'a aussi appris à naviguer dans les eaux troubles de la politique d'entreprise. Des leçons que l'éducation mondaine de ma famille n'aurait jamais pu m'apporter. Dans ce secteur, tu feras toujours face à de la résistance,
m'a-t-elle expliqué autour d'un café, un matin. Parfois parce que tu es jeune, parfois parce que tu es une femme. Ton travail n'est pas de les mettre à l'aise. Ton travail, c'est d'être tellement bonne, qu'ils ne pourront plus t'ignorer. À la fin de mon année, je dirigeais une petite équipe, chargée de développer de nouveaux protocoles de sécurité. En peu de temps, j'avais été promu 2 fois, et je m'étais taillé une réputation d'étoile montante, au sein de la communauté tech de Seattle. Mon salaire avait suffisamment augmenté pour me permettre de louer un appartement confortable, avec vue sur le Puget Sound, on était bien loin de mon studio exigu. Puis, est arrivée l'avancée majeure, celle qui allait tout changer. En travaillant sur la récupération d'un client victime d'un ransomware, j'ai identifié des schémas récurrents, ce qui m'a conduit à développer un tout nouvel algorithme, dédié à la détection prédictive des menaces. Ce qui avait commencé comme une solution spécifique, s'est transformé en une approche révolutionnaire de la cybersécurité, une approche capable d'identifier les attaques potentielles, bien avant même que les systèmes traditionnels ne détectent la moindre menace. Ce n'est pas juste une amélioration, m'a dit Rachel après avoir examiné mon travail. C'est un véritable changement de paradigme. Vertex voulait intégrer mon algorithme dans ses produits existants, en m'offrant une prime et une promotion. Mais quelque chose en moi, ce même instinct qui m'avait poussé à fuir le Connecticut, savait pertinemment que cette invention dépassait largement le cadre de la gamme de produits d'une seule entreprise. Avec la bénédiction hésitante de Rachel, et le soutien enthousiaste de Jordan, j'ai pris le plus grand risque de toute ma vie. J'ai quitté Vertex pour fonder Sentinel Shield, ma propre start-up de cybersécurité, entièrement construite autour de mon système de sécurité prédictive. Les premiers jours étaient tout bonnement terrifiants. Mes économies ont été siphonnées par les frais d'avocat et les coûts initiaux de développement, et ma table à manger me servait à la fois de bureau, et de salle de réunion. Jordan, qui travaillait désormais comme designer UX, a passé d'innombrables heures à m'aider à concevoir l'interface utilisateur. Mon ancienne colocataire, Lynn, m'a présenté à son cousin, un investisseur en capital risque, spécialisé dans les startups technologiques. Eden et Marcus, de mon ancien groupe de révision, m'ont rejoint en tant qu'employé, acceptant d'être payé en part de l'entreprise, lorsque je ne pouvais pas encore me permettre de leur offrir des salaires compétitifs. Nous croyons en ce que tu construis, m'a rassuré Marcus, lorsque je lui ai fait part de ma culpabilité face à cet arrangement, et surtout, en la personne qui le construit. Notre tout premier gros client est arrivé grâce au réseau de la professeure Morgan, il s'agissait d'une société de services financiers, fatiguée des mesures de sécurité purement réactives. L'adoption de notre plateforme par cette société a entraîné un effet domino, chaque nouveau succès venant consolider notre réputation. En l'espace de 18 mois, Sentinel Shield est passé d'un simple concept, à une entreprise florissante comptant 20 employés, et de vrais bureaux. La presse spécialisée dans la tech a commencé à s'intéresser à nous. Sécurité, comment Brianna Miller révolutionne la cyberdéfense, pouvait-on lire en gros titre d'un article, dans un magazine de l'industrie. L'article incluait une photo professionnelle de moi, l'air confiante, vêtue d'un blazer, et posant devant un mur d'écran de contrôle, on était bien loin de la jeune fille pleine de complexes, que ma famille avait si cruellement rejetée. Le matin même de la publication de l'article, j'ai reçu un email d'une lointaine cousine. J'ai vu ton portrait dans Tech Innovator. C'est vraiment toi? Tout le monde, ici, ne parle que de ça. Tout le monde. Ce mot a résonné dans mon esprit. Cela incluait-il mes parents, qui m'avaient jugé indigne de leur investissement? Ma sœur, qui était restée silencieuse pendant que je me faisais bannir? Ma cousine ne l'a pas précisé, et je n'ai pas posé la question. À la place, j'ai canalisé toute mon énergie dans le développement de Sentinel Shield. Notre dernière levée de fonds a valorisé l'entreprise à 40 millions d'euros, un chiffre qui me paraissait encore complètement surréaliste. J'étais désormais la PDG d'une entreprise tech en pleine ascension, entourée d'une équipe qui me respectait, et de clients qui s'arrachaient mon expertise. Mon développement personnel a suivi la même courbe ascendante que ma réussite professionnelle. La thérapie m'a grandement aidé à surmonter le traumatisme lié au rejet de ma famille. Vous vous êtes construite à partir de rien, a observé ma thérapeute lors d'une séance. Mais il y a toujours une petite partie de vous, qui attend désespérément leur approbation. Elle avait raison. Malgré tout ce qui s'était passé, une part enfantine en moi désirait toujours ardemment la validation des personnes qui m'avaient blessé le plus profondément. C'était ma vulnérabilité la mieux gardée, une faiblesse que je n'avouais qu'à Jordan et à la Dr Bellet. Jordan était devenu mon roc.
Son soutien indéfectible n'a jamais faibli, pas même lors des périodes les plus intenses et stressantes de Sentinel Shield. Notre relation s'est muée en quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, pour une personne comme moi. Un amour inconditionnel, basé uniquement sur ce que j'étais vraiment. Épouse-moi, m'a-t-il demandé lors d'une soirée pluvieuse à Seattle, agenouillé au milieu de notre salon, avec une simple bague en saphir. Sois ma partenaire en toutes choses, de la même façon que je veux être le tien. J'ai dit oui, à travers des larmes de joie, l'anneau glissant parfaitement sur mon doigt. Pour la première fois de ma vie, j'avais le sentiment d'appartenir totalement à un endroit. 2 semaines après nos fiançailles, j'ai reçu la nouvelle concernant ma grand-mère, Eleanor, via un message Facebook de son voisin du Vermont. Elle s'était éteinte paisiblement, dans son sommeil, à l'âge de 84 ans. Le message faisait mention d'une cérémonie commémorative, que j'avais malheureusement déjà manquée. Personne n'avait jugé bon de me contacter directement. Les mains tremblantes, j'ai cherché sa notice nécrologique sur Internet. Et j'y étais, listée parmi les survivants, sa petite fille Brianna Miller, de Seattle, une réflexion après coup, incluse uniquement pour la forme. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de découvrir que ma famille s'était réunie, sans même faire la moindre tentative pour m'inclure dans les adieux à ma propre grand-mère. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans les bras de Jordan, pleurant non seulement Eleanor, mais aussi la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Elle était la seule à croire en moi, elle sanglotait, et je n'ai même pas pu lui faire mes adieux. Alors, vis d'une manière qui fait honneur à la foi qu'elle avait en toi, a chuchoté doucement Jordan. C'est la plus belle façon de lui dire au revoir. J'ai pris ces paroles très à cœur, et j'ai créé la bourse Eleanor Miller, destinée aux jeunes femmes se lançant dans des études d'informatique. C'était ma façon à moi de prolonger cette bouée de sauvetage qu'elle m'avait autrefois lancée. La vie a trouvé son rythme de croisière, rythmé par un travail qui me passionnait, et des relations qui me nourrissaient. Je m'étais construit une famille de cœur, faite d'amis et de collègues, qui m'appréciaient pour ce que j'étais vraiment. À 37 ans, Sentinel Shield était en train de devenir un acteur majeur de la cybersécurité, avec des bureaux dans 3 villes différentes, et plus de 100 employés. J'avais tout ce que j'avais toujours désiré, à l'exception de faire la paix avec ce passé, qui venait encore hanter mes rêves de temps à autre. Puis, cette élégante enveloppe couleur crème est arrivée, portant une adresse d'expédition familière, Greenwich, Connecticut. L'invitation a trôné sur ma table basse pendant 3 jours, avant que je ne trouve la force de l'ouvrir. Son papier crème épais et ses dorures en relief hurlaient la vieille bourgeoisie fortunée, ce monde que j'avais laissé derrière moi. Finalement, par un dimanche matin pluvieux, avec Jordan à mes côtés pour le soutien moral, j'ai glissé mon doigt sous le seau. Ensemble avec leur famille, Heather Ann Miller et Andrew James Thornton, sollicitent l'honneur de votre présence, à la cérémonie de leur mariage. Ma sœur allait se marier, et par je ne sais quel miracle, après 10 ans de silence absolu, je figurais sur la liste des invités. Ça va, a demandé Jordan, sa main chaude posée sur mon épaule, alors que je fixais cette calligraphie très élaborée. Je ne sais pas, ai-je répondu avec honnêteté. L'invitation me donnait l'impression d'une connexion surréaliste, avec une vie dont j'avais presque réussi à me convaincre qu'elle n'avait été qu'un mauvais rêve. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Cette question a continué de me hanter tout au long des jours qui ont suivi. J'ai emporté l'invitation avec moi lors de ma séance de thérapie suivante, et je l'ai posée sur la petite table entre le docteur Bellet et moi, comme une pièce à conviction lors d'un procès. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, qu'ils reprennent contact aujourd'hui, a-t-elle demandé, sa voix apaisante me recentrant, comme toujours. C'est bien ça, le problème. Je ne sais pas s'ils font vraiment un pas vers moi, ou si c'est juste une sorte d'obligation. Peut-être que la famille du marié a insisté, pour inviter absolument tous les membres de la famille. J'ai passé mes doigts dans mes cheveux, un geste qui était devenu le signe révélateur de ma profonde anxiété. Ou alors, peut-être qu'ils ont entendu parler de ma réussite, et que soudainement, je mérite qu'on me prête attention. La docteure Bellet s'est penchée légèrement en avant. Qu'est-ce que cela signifierait pour vous, d'y assister? Je ne m'étais pas encore autorisé à envisager pleinement cette éventualité. Une conclusion, peut-être? Ou alors, la réouverture de vieilles blessures? Honnêtement, je n'arrive pas à déterminer quelle option est la plus probable. Nous avons passé l'heure entière à examiner mes différentes options, sous tous les angles. À la fin de la séance, je n'avais toujours pas pris ma décision, mais j'y voyais plus clair sur les facteurs qui devaient me guider. N'oubliez pas,
a conclu la docteure Bailey à la fin de la séance, y assister, ou ne pas y assister, sont deux choix tout à fait valables. L'important, c'est que vous preniez cette décision en position de force, et non pas depuis la perspective de cette jeune fille blessée de 18 ans. Jordan, comme toujours, m'a offert son soutien inconditionnel. Peu importe ce que tu décideras, je suis avec toi, m'a-t-il promis, le soir même, pendant le dîner. Si tu veux y aller, je serai à tes côtés. Si tu veux l'ignorer complètement, je t'aiderai à brûler cette invitation, de manière dramatique. Cela m'a fait rire, et a soulagé une partie de la tension qui me nouait la poitrine. Je crois que j'ai besoin d'en parler à quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, j'ai appelé Megan et James, les amis qui étaient devenus mes frères et sœurs de cœur, au fil des années. Ils ont débarqué à mon appartement le soir même, avec du vin, et un instinct de protection féroce. Absolument pas, a immédiatement déclaré Megan. Ces gens t'ont jeté comme une vieille chaussette. Ils ne méritent pas ta présence à leur parfait petit mariage mondain. James a été plus mesuré. Toi, qu'est-ce que tu veux, Brie? Pas ce que tu penses devoir vouloir, ou ce qui ferait la meilleure déclaration d'intention, mais au fond de toi, qu'est-ce qui te semble juste? Sa question a tranché à travers tout le bruit qui régnait dans ma tête. Je veux arrêter de me poser des questions. Je veux les regarder droit dans les yeux, en tant que la personne que je suis devenue. Pas pour obtenir leur validation, mais pour mon propre sentiment d'achèvement. Alors vas-y, a-t-il répondu simplement. Mais vas-y selon tes propres conditions. Ma curiosité a pris le dessus, ce soir-là. Après le départ de Megan et James, je me suis surprise à chercher sur Internet des informations sur le fiancé des heures. Andrew James Thornton III, comme j'ai pu le découvrir, était l'héritier de Thornton Technologies, l'une des plus grandes sociétés de gestion de données de la côte est. Son père siégeait au conseil d'administration de multiples entreprises de la tech. Le lien avec mon secteur d'activité ne pouvait pas être une simple coïncidence. Tu crois que c'est pour ça qu'ils m'ont invité, ai-je demandé à Jordan alors que nous étions au lit, mon ordinateur portable éclairant nos visages avec le profil LinkedIn d'Andrew. Pour de potentielles relations d'affaires? Jordan a réfléchi. C'est possible, mais est-ce que la raison a vraiment de l'importance? Tu irais pour toi, pas pour eux. Il avait raison, comme toujours. Le pourquoi de cette invitation était beaucoup moins important que ce que ma présence pourrait apporter à ma propre guérison. Pourtant, j'hésitais encore. L'idée de me retrouver face à mes parents, après tout ce temps, me donnait des vagues d'angoisse. Je pouvais presque entendre la voix critique de ma mère, et voir le regard dédaigneux de mon père. Agirait-il comme si de rien n'était? Essayerait-il de s'approprier le mérite de ma réussite? Ou pire, ne verrait-il toujours en moi que la fille maladroite et peu séduisante, qu'ils avaient rayée de leur vie? La date limite de confirmation de présence approchait à grands pas. J'ai rédigé, puis supprimé, une bonne douzaine de réponses, incapable de m'engager dans un sens ou dans l'autre. Et puis, 2 semaines avant la date butoir, un message est apparu sur ma boîte mail professionnelle, celle qui était indiquée sur le site web de Sentinel Shield, et non sur mon adresse personnelle. Brianna, j'espère que ce message te parviendra. C'est Heather. S'il te plaît, viens à mon mariage. J'ai tellement de choses à te dire. Appelle-moi si tu es disposé à me parler avant le jour J. Son numéro de téléphone suivait. Aucune explication pour ces 10 années de silence. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Juste une requête, à moins que ce ne soit une exigence, pour obtenir ma présence. J'ai apporté cet email lors de ma séance suivante avec la docteure Bailey. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, dans son message, m'a-t-elle demandé, après l'avoir lu. Le fait qu'elle m'ait contacté via mon email d'entreprise, sans même essayer mes comptes personnels, ai-je répondu du tac au tac. Et aussi le fait qu'il n'y ait aucune excuse, ni même la conscience que le fait de reprendre contact après une décennie de silence absolu puisse nécessiter quelques explications. La docteure Bailey a hoché la tête. Ces observations vous indiquent quelque chose d'important. Quelles limites auriez-vous besoin de fixer, si vous décidez de vous y rendre? Cette question est devenue mon fil conducteur. Au cours de la semaine suivante, j'ai élaboré un cadre mental strict pour mes limites. Ce que j'allais accepter, et ce que je n'allais pas accepter, comment je réagirais aux différents scénarios possibles, et à quel moment je partirais, si nécessaire. Jordan et moi avons simulé, par des jeux de rôle, les interactions possibles.
Brianna, tu as l'air différente, a-t-il dit, en imitant ce qui pourrait être un compliment à double tranchant de la part de ma mère. Merci, me suis-je entraîné à répondre, avec une confiance sereine. La vie à Seattle me réussit bien. Au moment où j'ai finalement coché la case sera présent sur le carton d'invitation, je me sentais prête, non pas pour de joyeuses retrouvailles familiales, mais pour une rencontre contrôlée, et selon mes propres conditions. J'ai ajouté un de plus à côté de mon nom, puisant ma force dans le fait de savoir que Jordan serait à mes côtés. J'ai choisi de ne pas appeler Heather avant le mariage. Tout ce qu'elle avait à me dire, elle pourrait me le dire en face. Je lui en donnerai l'opportunité, mais je ne lui faciliterai pas la tâche. À l'approche de la date du mariage, je me suis préparé avec minutie, choisissant une robe qui me faisait me sentir puissante. Une soie émeraude profonde, qui flattait ma posture désormais pleine d'assurance, et les reflets de mes cheveux parfaitement coiffés. La femme dans le miroir ne ressemblait en rien à la petite fille qui avait fui le Connecticut, 10 ans plus tôt. La veille de notre vol pour New York, Jordan m'a trouvé debout sur notre balcon, fixant la ligne d'horizon de Seattle. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé, en enroulant ses bras autour de moi, par derrière. « À rien », ai-je dit, en m'appuyant contre son étreinte. Je me rappelle juste qui je suis maintenant. PDG, innovatrice, et aimée. Quoi qu'il arrive demain, ils ne pourront rien m'enlever de tout ça. Non, a-t-il acquiescé, en embrassant ma tempe. Ils ne le peuvent absolument pas. Alors que notre avion décollait le lendemain matin, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je ne fuyais plus Greenwich. Je faisais le choix d'y retourner, selon mes propres termes, en tant que la femme que j'étais devenue, malgré eux, et non pas grâce à eux. Peu importe ce qui m'attendait au Westbrook Country Club, j'étais enfin prête à y faire face. Le Westbrook Country Club n'avait pas changé d'un iota, au cours de la décennie qui s'était écoulée depuis la dernière fois que je l'avais vu. Il incarnait toujours l'élégance de la vieille aristocratie de la Nouvelle-Angleterre, avec ses jardins manucurés, et son architecture coloniale. Lorsque notre taxi s'est arrêté devant l'entrée, je l'ai perçu comme un simple lieu de réception, un endroit où j'avais eu une histoire. Prête, a demandé Jordan en serrant ma main, sa présence rassurante m'ancrant dans la réalité. Aussi prête que possible, ai-je répondu, en lissant la soie émeraude de ma robe, choisie avec le plus grand soin. La cérémonie n'était pas prévue avant 16 heures, mais nous étions arrivés en avance pour la réception pré-mariage, un choix délibéré de ma part, pour affronter ma famille dans un cadre plus informel. Nous avons suivi les élégants panneaux dirigeant les invités vers la terrasse du jardin, où des serveurs circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. La scène était exactement comme je l'avais imaginé. L'élite du Connecticut dans toute sa splendeur, des baisers en l'air échangés entre femmes aux mèches parfaites, des hommes en blazer de l'indiscutant du marché boursier. J'avais l'impression de pénétrer dans une capsule temporelle, m'abritant dans ma vie d'avant. Ce que je n'avais absolument pas anticipé, c'est que personne ne me reconnaîtrait. « Êtes-vous des amis d'Andrew ou des Heather ?» a demandé une dame âgée, dont je me souvenais très bien être la partenaire de bridge de ma mère, Madame Ellison. « De la famille, en fait ?» ai-je répondu, avec un sourire qui ne laissait rien paraître de ma tempête intérieure. « Oh, de quel côté ?» a-t-elle insisté, essayant visiblement de me situer parmi les noms de famille familiers du Connecticut. « Du côté des Miller. Je suis Brianna. » J'ai observé son visage, attendant qu'elle me reconnaisse. Son expression est restée poliment vide. « C'est charmant. Je ne crois pas qu'Heather m'ait parlé de vous. » Évidemment, qu'elle ne l'avait pas fait. J'avais été effacé de l'histoire familiale d'une manière si radicale, que même ceux qui m'avaient connu depuis l'enfance étaient incapables de faire le lien entre la femme surdelle qu'ils avaient en face d'eux, et la jeune fille maladroite qu'ils avaient ignorée. Jordan et moi avons circulé à travers la réception, enveloppés d'un étrange sentiment d'invisibilité. J'ai surpris des bribes de conversation sur l'alliance parfaite pour Heather, et sur la fusion de deux grandes familles, car c'est exactement ce qu'était ce mariage, une fusion, exactement comme mes parents l'avaient toujours prévu. Et puis je les ai vus, mes parents, debout près de la balustrade en pierre, qui surplombait le terrain de golf. Ma mère, Catherine, toujours mince et blonde, avec cependant une aide un peu plus évidente de la part de son coiffeur. Et mon père, Richard, les cheveux désormais grisonnants, mais dont la posture respirait toujours l'autorité. Il discutait avec un couple que je ne connaissais pas, des flûtes de champagne à la main. L'image même de la réussite WASP américaine. Mon cœur martelait contre mes côtes, alors que je m'approchais d'eux.
La main de Jordan, dans le bas de mon dos, m'apportait un soutien silencieux. « Excusez-moi », ai-je dit, en m'insérant dans leur cercle de conversation avec une assurance très travaillée. Ma mère s'est tournée, son sourire mondain solidement accroché aux lèvres. « Oui, bonjour », a-t-elle dit d'un ton plaisant, sans la moindre once de reconnaissance dans le regard. « Cela fait longtemps », ai-je simplement dit. Son expression est restée vide pendant 3 secondes de plus, avant que je ne le voie. L'instant précis de la réalisation poindre dans ses yeux, suivi immédiatement d'un choc, et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Brianna », a-t-elle murmuré, la flûte de champagne tremblant légèrement dans sa main. À ce nom, mon père s'est retourné, son sourire de façade vacillant, alors qu'il jaugeait mon apparence. « Mon Dieu », a-t-il murmuré. « Surprise », ai-je répondu, avec un calme que je ne ressentais pas totalement. « C'est bon de vous voir tous les deux. Je vous présente mon fiancé, Jordan Reed. » Jordan a tendu la main, avec un sang-froid parfait. « Enchanté de vous rencontrer, monsieur et madame Miller. Toutes mes félicitations, pour le mariage de votre fille. » Ma mère avait suffisamment repris ses esprits pour lui serrer la main machinalement, son éducation mondaine l'emportant sur le choc. « Merci », a-t-elle réussi à articuler. « Si vous voulez bien nous excuser, j'ai besoin de dire un mot en privé à Brianna. » Le couple avec lequel il discutait a échangé des regards curieux, mais s'est éloigné avec tact. Mon père avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» a sifflé ma mère, une fois que les autres ont été hors de portée de voix. « J'ai été invité », ai-je répondu simplement, en sortant l'invitation des heures de ma pochette en guise de preuve. Une belle surprise, après 10 ans de silence. Mais j'ai pensé qu'il serait impoli de refuser. « Tu as l'air différente », a dit mon père, dont les yeux me scrutaient, comme s'il essayait de concilier la femme qui se tenait devant lui avec la fille qu'il avait rejetée. « C'est l'effet de 10 ans, ai-je répondu. Tout comme le fait de construire une vie réussie, selon ses propres règles. Les yeux de ma mère ont balayé nerveusement l'assemblée. Ce n'est ni le lieu ni le moment, pour quoi que ce soit. Le jour du mariage des heures doit être parfait. Je suis entièrement d'accord, ai-je dit avec une aisance acquise par l'entraînement. Je suis simplement ici en tant qu'invité, pour célébrer le mariage de ma sœur. Rien de plus, rien de moins. Brianna, a commencé mon père, son sang-froid d'homme d'affaires reprenant le dessus. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Il n'y a rien à discuter, l'ai-je interrompu doucement. Le moment pour cette conversation est passé depuis 10 ans. Aujourd'hui, je suis juste une invitée de plus au mariage. J'ai pris le bras de Jordan. Si vous voulez bien nous excuser, nous devrions aller nous mêler aux autres invités, avant la cérémonie. Tandis que nous nous éloignions, je pouvais sentir leur regard me percer le dos. L'obstacle avait été franchi. Je les avais affrontés sans m'effondrer, sans rechercher leur approbation, et sans m'excuser d'exister. La boule d'angoisse dans ma poitrine a commencé à se dénouer. « Tu as été magnifique », m'a chuchoté Jordan. La cérémonie en elle-même fut, comme on pouvait s'y attendre, d'une perfection absolue. Des roses blanches partout, un quatuor à cordes jouant des morceaux classiques, et Heather, resplendissante dans une robe de créateur, qui coûtait probablement plus cher que mon année universitaire. J'ai regardé la scène depuis les rangées du milieu, choisissant délibérément de ne pas m'asseoir dans la section réservée à la famille, bien que j'eusse, techniquement, le droit d'y être. Heather était toujours aussi belle, plus sophistiquée aujourd'hui, avec cette légère dureté autour des yeux, héritée d'années passées dans des cercles sociaux ultra compétitifs. Elle ne m'a pas remarqué durant la cérémonie, toute son attention étant fixée sur son futur mari, un PDG diplômé de Princeton, qui l'attendait. La réception s'est tenue dans la grande salle de bal du club, métamorphosée en un conte de fées fait de cristal et de fleurs. Jordan et moi avons trouvé la table qui nous avait été assignée très éloignée des tables familiales, ai-je noté sans aucune surprise, et nous avons fait la conversation avec de lointains cousins d'Andrew, qui semblaient plutôt sympathiques. C'est en revenant des toilettes que c'est arrivé. Le moment où je me suis retrouvé face à ma sœur, pour la première fois depuis une décennie, elle était seule dans le couloir, en train de retourner vers la salle de réception. Elle a trébuché en me voyant, son visage parfaitement maquillé laissant paraître un choc qu'elle n'a pas pu dissimuler. « Brianna » a-t-elle murmuré, comme si elle voyait une apparition. « Bonjour, Heather » ai-je dit calmement. « Félicitations. La cérémonie était magnifique.
Elle m'a dévisagé, détaillant mon apparence, mon assurance, la femme confiante qui ne ressemblait plus guère à la sœur qu'elle avait vue pour la dernière fois. Tu es venu, a-t-elle finalement dit. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Ton invitation était inattendue. Quelque chose a traversé son regard. De la culpabilité, peut-être, ou de l'embarras. Tu es incroyable, a-t-elle lancé, changeant de sujet avec la méthode typique des heures. Vraiment métamorphosé. C'est l'effet de la vie, ai-je répondu. Surtout quand on est forcé de se construire entièrement par soi-même. Elle a tressailli légèrement à ces mots. Brianna, Tu es là, ma chérie. Un bel homme, vêtu d'un smoking parfaitement taillé, s'est approché en posant sa main sur la taille des heures. Andrew Thornton III, le marié en personne. Ta mère te cherche. Une histoire de photo avec tes grands-parents. Il m'a remarqué à ce moment-là, et m'a offert un sourire poli. Bonjour, je suis Andrew. Voici, a commencé Heather, mais j'ai tendu la main. Brianna Miller. C'est un plaisir de te rencontrer, Andrew. La cérémonie était ravissante. Il a serré ma main chaleureusement. Merci. Tu connais Heather, a-t-il demandé, avec une curiosité sincère. La question est restée suspendue en l'air entre nous, lourde de sous-entendus. Les yeux d'Heather se sont légèrement écarquillés, une supplique silencieuse que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. En fait, ai-je répondu, en plantant mon regard directement dans celui de ma sœur. Je suis sa sœur. L'expression d'Andrew s'est transformée en confusion. Sœur? Mais Heather a toujours dit qu'elle était fille unique. L'instant s'est cristallisé autour de nous, le temps semblant s'être figé, dans le couloir silencieux. Sous son maquillage, le visage d'Heather s'est vidé de toute couleur. Vraiment, ai-je demandé doucement. C'est très intéressant. Il doit y avoir un malentendu, est intervenu Heather précipitamment. Brianna et moi, nous sommes brouillés depuis de nombreuses années. C'est compliqué. Brouillé. Andrew a regardé alternativement entre nous deux, le visage marqué par une confusion sincère. Je n'en avais aucune idée. Il y a manifestement beaucoup de choses que tu ignores, ai-je lâché, gardant une voix douce malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. Mais c'est le jour de votre mariage. Cette conversation peut bien attendre. Andrew, à son crédit, semblait sincèrement perturbé par cette révélation. Non, je veux comprendre. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une sœur, Heather? La parfaite contenance d'Heather s'est légèrement fissurée. C'est une longue histoire, Andrew. Ma famille. Nous nous sommes fâchés avec Brianna il y a des années. C'était douloureux, et j'évitais juste d'en parler. Fâché, ai-je répété, incapable de laisser passer une version aussi aseptisée. C'est comme ça qu'on appelle le fait d'être renié par ses parents, de s'entendre dire qu'on ne mérite pas qu'ils investissent en nous, juste parce qu'on est le vilain petit canard de la famille. L'expression d'Andrew est passée de la confusion, au choc absolu. Quoi? Andrew, je t'en prie, a supplié Heather. Pas maintenant. Mais l'instant des révélations avait pris son propre élan. D'autres invités commençaient à arriver dans le couloir, y compris ma mère, qui s'est arrêtée net devant le tableau qui se dressait sous ses yeux. Que se passe-t-il ici? A-t-elle demandé, son sourire mondain extrêmement tendu. Je faisais tout juste la connaissance de Brianna, a répondu Andrew, la voix portant suffisamment pour attirer l'attention des invités alentour. La sœur d'Heather. Celle dont j'ignorais l'existence jusqu'à cet instant précis. Un silence pesant s'est abattu sur la petite foule qui s'était rassemblée. Le visage de ma mère a visiblement pâli. Peut-être devrions-nous en discuter en privé, a-t-elle suggéré, en tendant la main vers le bras d'Andrew. Je crois que oui, a-t-il approuvé. Mais pas de la manière qu'elle espérait. Heather, Brianna, auriez-vous l'obligeance de me rejoindre dans la bibliothèque, tout de suite? La bibliothèque du club était un sanctuaire aux murs lambrissés de bois, tapissé de vieux livrets de fauteuils en cuir. Andrew a refermé la porte derrière nous, créant ainsi un îlot d'intimité tendu, au milieu de la musique lointaine de la réception. Expliquez-moi, a-t-il dit simplement, regardant alternativement entre Heather et moi. Heather avait l'air prise au piège, jetant des regards vers la porte comme si elle envisageait de s'enfuir. Andrew, c'est le jour de notre mariage. Ça ne peut pas attendre? Non,
a-t-il affirmé fermement. Je viens de découvrir que ma femme a une sœur dont elle ne m'a jamais parlé. Une sœur qui affirme avoir été reniée par ta propre famille. Ce n'est pas un détail mineur, Heather. Je suis restée silencieuse, laissant le moment suivre son cours sans intervenir. Cette confrontation n'était pas de mon fait. Ce n'était pas comme ça, a finalement lâché Heather, d'une toute petite voix. Brianna est partie. Elle a choisi de couper les ponts avec nous. Après m'être entendu dire que je ne valais pas la peine qu'on investisse en moi, ai-je ajouté calmement. Après des années à être comparée à toi et toujours trouvée insuffisante, après avoir été moquée pour mon apparence et mes centres d'intérêt, au lieu d'être soutenue. Ce n'est pas juste, a protesté Heather. Tu as toujours été trop sensible à propos de tout. Étais-je trop sensible, quand je t'ai surprise en train de rire avec tes amis sur le fait qu'il était tellement regrettable de m'avoir comme sœur? Étais-je trop sensible, quand papa me qualifiait de vilain petit canard de la famille? Ou quand maman suggérait que j'aille à l'université de quartier, parce que mon admission à Stanford ne valait pas l'investissement? L'expression d'Andrew s'est assombrie à chaque question. C'est vrai, Heather? Elle n'arrivait pas à soutenir son regard. Tu ne comprends pas comment c'était. Brianna était différente. Difficile. Je n'avais pas ma place parce que je ne correspondais pas à tes critères de beauté, ai-je demandé doucement. Parce que je m'intéressais à l'informatique, plutôt qu'à l'ascension sociale. Parce que tu rendais tout tellement difficile, a explosé Heather, des années de justification défensive brisant enfin la glace. Tu aurais pu faire plus d'efforts pour t'intégrer, pour être comme nous tous. Au lieu de ça, tu nous jugeais tous de nous soucier des apparences et du réseau, tout en profitant des privilèges que cela apportait. J'avais 18 ans, Heather. J'étais une enfant, qui cherchait juste l'amour et le soutien de sa famille. Et regarde-toi, maintenant, a-t-elle dit en désignant mon allure très soignée. Tu as manifestement fini par comprendre le système. Tu as réussi, tu es même belle selon les critères conventionnels, aujourd'hui. Finalement, tu n'as jamais eu besoin de nous. Là n'est pas la question, est intervenu Andrew, la voix serrée par une colère très contenue. Le problème, c'est que tu m'as menti par omission, mais c'est quand même un mensonge, sur une chose fondamentale, ta propre sœur. La porte s'est alors ouverte, mon père entrant avec un sourire artificiel qui n'atteignait pas ses yeux. Tout va bien par ici? Les invités demandent après les mariés. Non, Richard. Tout ne va pas bien, a lancé Andrew, utilisant le prénom de mon père avec une froideur toute nouvelle. Je viens tout juste d'apprendre des choses très dérangeantes, sur la manière de fonctionner de votre famille. La façade de mon père s'est fissurée une seconde, avant qu'il ne se reprenne. Les histoires de famille peuvent être complexes, Andrew. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer ton union avec Heather, et non pas pour refaire le procès de vieilles querelles. C'est ainsi que vous appelez le fait de renier votre propre fille? Une vieille querelle, a demandé Andrew. La porte de la bibliothèque s'est ouverte de nouveau, révélant cette fois-ci Jordan et le père d'Andrew, James Thornton II, un homme distingué, aux cheveux argentés et au regard perspicace. Tout va bien, fiston, a demandé Thornton père, jaugeant la scène extrêmement tendue. En fait, non, a répondu Andrew. Je viens de découvrir que ma femme a une sœur dont elle ne m'a jamais parlé. Brianna Miller. Apparemment, sa famille l'a reniée il y a des années de cela. Les sourcils de James Thornton se sont légèrement levés. Brianna Miller, de Sentinel Shield? La question a flotté dans l'air pendant un moment, avant que je ne réponde, oui, c'est bien moi. L'étincelle de la reconnaissance a brillé dans ses yeux. Vos algorithmes de sécurité prédictive sont en train de révolutionner l'industrie. Nous suivons l'évolution de votre entreprise avec le plus grand intérêt. L'expression de mon père est passée d'un regard dédaigneux à un air calculateur avec une telle rapidité que, dans n'importe quel autre contexte, cela en aurait été comique. Brianna a très bien réussi sa vie, a-t-il déclaré, comme s'il m'avait soutenu depuis le tout début. Point et ce, sans aucune aide de votre part, a noté Jordan, prenant la parole pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. En fait, elle a réussi malgré vos entraves. Jeune homme, vous ne comprenez pas grand-chose à la dynamique familiale, a commencé mon père. Je comprends la décence humaine, l'a interrompu Jordan. Et, d'après ce que Brianna m'a partagé, et ce dont je suis témoin en ce moment même, elle semble être une denrée bien rare, dans votre famille. La tension dans la pièce était à couper au couteau.
James Thornton regardait tour à tour son fils et les Miller, avec une inquiétude grandissante. « Andrew » a-t-il dit avec prudence. « Il y a 200 invités qui vous attendent. Quelle que soit la situation, peut-être que cela pourrait être réglé après la réception. » Andrew s'est tourné vers moi, l'expression troublée, mais respectueuse. « Brianna, je te présente mes excuses pour le rôle que j'ai joué dans cette situation très inconfortable. Je n'étais absolument pas au courant de tout cela. Tu n'as absolument pas à t'excuser, l'ai-je rassuré. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. » Il a hoché la tête, puis s'est tourné vers Heather. « Nous allons retourner à la réception, parce que c'est la chose responsable à faire. Mais après cela, nous devrons avoir une très sérieuse conversation sur l'honnêteté et les valeurs. » L'expression de mariage parfaite d'Heather s'était totalement effondrée. Elle a hoché la tête, sans prononcer un mot, les larmes menaçant de déborder. Alors que tout le monde se préparait à retourner à la réception, ma mère s'est approchée de moi, à voix basse. « C'était ça ton plan depuis le début? Gâcher le mariage d'Heather avec de l'histoire ancienne ?» J'ai soutenu son regard, avec assurance. « Non, maman. Je suis venu parce que j'y ai été invité, et ce, contre mon meilleur jugement. Le fait que la vérité éclate n'est pas de ma faute. C'est simplement la conséquence de toutes ces années de mensonges et d'effacement. »« Tu as changé » a-t-elle dit, le regard m'évaluant de cette façon calculatrice, dont je me souvenais que trop bien. « Oui » ai-je confirmé. « J'ai changé, mais pas de la façon que tu crois. Ma valeur n'a pas augmenté avec ma réussite ou mon apparence physique. Elle a toujours été là. C'est juste que tu étais incapable de la voir. » Jordan et moi sommes retournés à la réception, où nous sommes restés encore 1 heure, juste assez longtemps pour être polis, mais pas suffisamment pour faire perdurer ce malaise. Alors que nous nous préparions à partir, Heather m'a retrouvé, près du vestiaire. « Tu ne pouvais pas simplement me laisser profiter de cette journée, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante d'émotion. « Je ne suis pas venu pour gâcher ton mariage, Heather. Je suis venu parce qu'après 10 ans de silence, j'ai cru qu'il y avait peut-être une chance de réconciliation. J'aurais dû être plus lucide. Alors, c'est encore de ma faute, à moi? Comme tout l'a toujours été. Non, ai-je dit avec douceur. Mais ce n'est pas de la mienne non plus. La vérité allait toujours finir par éclater, à un moment ou un autre. Je suis désolé que ce soit arrivé aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui ai orchestré ce moment. » Elle est restée silencieuse pendant un instant. Sa vulnérabilité perçait à travers sa façade de mariée parfaite. « Il est tellement en colère contre moi » a-t-elle murmuré. « Il accorde tellement d'importance à l'honnêteté. Ce n'est pas un défaut de caractère. »« Et qu'est-ce qui va se passer, maintenant » a-t-elle demandé, prenant soudain l'air de la petite sœur que j'avais autrefois connue. « Ça ne dépend que de toi » ai-je répondu, et de savoir s'il reste quoi que ce soit de vrai, à sauver entre nous. Je lui ai tendu ma carte de visite, avec mon numéro personnel noté au dos. « Si tu veux parler, vraiment parler, appelle-moi. Mais uniquement si tu es prête à être totalement honnête concernant le passé. » Tandis que Jordan et moi quittions le Westbrook Country Club, je me sentais en quelque sorte plus légère, comme si le fait de révéler la vérité au grand jour m'avait libéré d'un poids que je portais depuis une décennie. Reste à savoir si quelque chose ressortirait de cette confrontation, mais pour la toute première fois, j'avais affronté ma famille selon mes propres règles, non plus comme le vilain petit canard rejeté, mais comme la femme que je m'étais battue pour devenir. Notre chambre d'hôtel nous a paru être un véritable sanctuaire, après l'intensité émotionnelle de ce mariage. J'ai enlevé mes talons en les poussant du pied, et je me suis effondré sur le lit, épuisé, tant mentalement que physiquement. « Tu as été incroyable aujourd'hui » a dit Jordan, en desserrant sa cravate. « Comment te sens-tu » J'ai fixé le plafond, faisant l'inventaire de toutes mes émotions. « Étrangement en paix » ai-je finalement répondu. Ce n'est pas la conclusion à laquelle je m'attendais, mais c'est une sorte de soulagement, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 10 ans, et que je venais enfin d'expirer. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des semaines, comme si le fait d'affronter mon passé avait apaisé une partie agitée de mon subconscient. Nous sommes rentrés à Seattle le lendemain matin, reprenant le cours de nos vies normales, du moins, c'est ce que je croyais. 3 jours après le mariage, mon téléphone a sonné, affichant un numéro inconnu du Connecticut. J'ai décroché prudemment. « Brianna, c'est Heather.
Sa voix semblait plus petite que dans mes souvenirs, dénuée de cette assurance qui avait toujours été sa marque de fabrique. « Bonjour, Heather », ai-je répondu, en gardant un ton parfaitement neutre. « On peut parler ? » ?»« Vraiment parler, comme tu l'as dit ?» La vulnérabilité qui perçait dans sa voix m'a surprise. C'est ainsi qu'a commencé une série de conversations qui, peu à peu, ont reconstruit les ponts entre nous, non pas pour revenir à ce que c'était pendant notre enfance, mais vers quelque chose de nouveau, et d'une prudente authenticité. Heather m'a révélé que sa vie parfaite avait sa propre prison, faite d'attentes et de fausses apparences. Andrew avait exigé une thérapie de couple à la suite des révélations du mariage, la forçant ainsi à affronter des vérités qu'elle avait passé des années à fuir. « J'étais jalouse de toi », m'a-t-elle avoué lors d'un de nos appels, la confession étant manifestement très difficile à faire pour elle. Tout le monde pensait que j'avais tout, parce que j'étais jolie et populaire. Mais toi, tu avais cet esprit brillant, et cette immense force intérieure. Tu n'avais pas besoin de leur approbation, de la même façon que j'en avais besoin. J'aurais échangé mon esprit brillant contre leur amour en une fraction de seconde, à l'époque, lui ai-je répondu avec honnêteté. Je sais, c'est une des choses avec lesquelles je dois vivre aujourd'hui. Il s'est avéré qu'Andrew avait été élevé avec des valeurs très différentes de celles des Miller, et ce, malgré un milieu socio-économique très similaire. Ses parents avaient toujours mis l'accent sur l'intégrité et l'accomplissement personnel, plutôt que sur les apparences. Les révélations sur la façon dont les Miller m'avaient traité avaient profondément ébranlé la foi qu'il avait en cette famille, qu'il venait tout juste d'épouser. En ce qui concerne mes parents, ce fut une toute autre histoire. Ma mère m'a appelé une seule fois, avec une approche typiquement stratégique. « Ton père et moi avons beaucoup réfléchi », a-t-elle commencé, sans aucun préambule. « Nous devrions dîner ensemble, la prochaine fois que tu seras dans le Connecticut. Ton entreprise s'est fait un vrai nom. C'est pour ça que tu veux renouer le contact, mère ? » Parce que j'ai du succès, maintenant, lui ai-je demandé directement. Le silence, avant même qu'elle ne réponde, m'a tout dit. « Nous sommes fiers de ce que tu as accompli », a-t-elle rétorqué, éludant complètement la question. Une relation basée uniquement sur ce que j'ai accompli, plutôt que sur ce que je suis, ne m'intéresse absolument pas, lui ai-je affirmé. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous devez reconnaître ce qu'il s'est passé, et assumer la part de responsabilité qui est la vôtre. Le passé, c'est le passé, Brianna. Ressasser de vieilles blessures est totalement improductif. Assumer ses actes, ce n'est pas ressasser. C'est le pilier fondamental de toute relation saine. Nous sommes arrivés dans une impasse, à ce stade. Mon père ne m'a jamais appelé, bien que j'aie su par Heather qu'il suivait de très près le cours de l'action de Sentinel Shield. J'ai établi des limites très claires, avec mes deux parents. Je ne m'engagerai avec eux que dans la mesure où ils respecteraient mes propres conditions. Cela signifiait des contacts très limités avec ma mère, et virtuellement aucun avec mon père, incapable de reconnaître le moindre de ses torts. Pendant ce temps, Sentinel Shield a continué à prospérer. Notre plateforme de sécurité s'est étendue sur les marchés internationaux, et les leaders de l'industrie ont commencé à citer mes algorithmes comme étant la nouvelle référence absolue. L'entreprise a grandi pour atteindre plus de 200 employés, avec des bureaux à Seattle, Boston, et Londres. La réussite professionnelle était très gratifiante, mais l'évolution personnelle que j'avais connue au cours de la dernière année, semblait encore plus significative. En travaillant avec la Dr Bailey, j'ai finalement intériorisé cette vérité, qu'il m'avait fallu si longtemps pour réaliser, ma valeur n'avait jamais été conditionnée par l'approbation de ma famille, ni par mon apparence physique. Elle avait été en moi, depuis le tout début, attendant juste d'être reconnue et nourrie. 6 mois après le mariage, j'ai créé la Fondation Eleanor Miller, dédiée au soutien des jeunes femmes qui se lancent dans des carrières dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, STEM. La fondation n'offrait pas seulement une aide financière, mais aussi un mentorat, et un soutien émotionnel, exactement la combinaison dont j'aurais rêvé à 18 ans. Ta grand-mère serait tellement fière de toi, m'a dit Jordan lors de la soirée de lancement de la fondation, serrant ma main alors que je me préparais à prendre la parole devant la foule de donateurs, et les boursières de l'année. En regardant toutes ces jeunes femmes, qui me rappelaient tant la jeune fille que j'avais été, brillante, passionnée, et pour certaines, luttant encore pour avoir confiance en elle, j'ai ressenti très fortement la présence de ma grand-mère. La réussite ne se mesure pas à votre apparence physique, ni aux personnes qui vous approuvent, leur ai-je dit pendant mon discours. Elle se construit jour après jour, choix après choix, à mesure que vous honorez votre moi le plus authentique,
et c'est donc que vous seul pouvez apporter au monde. Un an après ce mariage fatidique, Heather est venue me rendre visite à Seattle, seule. Son premier voyage sans Andrew, ou sans la bulle protectrice de notre famille. Nous avons marché le long du front de mer, l'espace entre nous rempli par des années de vérités non dites, que nous exprimions désormais avec précaution. J'essaie de découvrir qui je suis, en dehors du fait d'être la jolie ou la fille parfaite, m'a-t-elle avoué. C'est terrifiant. Tu as eu 10 ans d'entraînement, pour être ton moi authentique. Moi, je viens tout juste de commencer. Il n'est jamais trop tard pour commencer, lui ai-je assuré. Le plus dur, c'est de faire ce fameux pas de côté, pour s'éloigner des attentes des autres. Notre relation ne serait jamais la complicité fraternelle simple et sans nuage dont on rêve enfant, mais elle avait évolué vers quelque chose de sincère, une connexion entre deux femmes adultes, ayant une histoire commune, mais des chemins séparés. Qui trouvaient un terrain d'entente dans leur parcours imparfait. Mon parcours, de membre rejeté de la famille à femme pleine d'assurance, n'avait pas suivi la trajectoire d'un conte de fées. Il n'y a eu aucun moment magique où mes parents ont soudainement reconnu leurs erreurs, et m'ont accueilli à bras ouverts. La vraie vie offre très rarement des résolutions aussi nettes et précises. À la place, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux, la capacité de définir la famille selon mes propres termes, de créer des liens basés sur un respect mutuel, et sur une acceptation authentique. La petite fille, qui cherchait autrefois désespérément l'approbation de ses parents, avait désormais compris que la seule approbation qui importait réellement, avait toujours été la sienne. La femme, qui avait fui le Connecticut avec pour seul bagage une valise et sa détermination, avait bâti bien plus qu'une entreprise à succès, elle avait bâti une vie pleine de sens, remplie de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était dans sa totalité. Tu sais de quoi je me suis rendu compte, ai-je dit à Jordan un soir, alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le coucher de soleil peindre la ligne d'horizon de Seattle, en or et en rose. Pendant des années, j'ai attendu qu'il réalise qu'il s'était trompé sur mon compte, qu'il valide le fait que j'en valais la peine, après tout. Mais ce n'était pas ça, l'essentiel. C'était quoi, alors, a-t-il demandé, sincèrement curieux. C'est que, pour commencer, je n'avais pas besoin de leur validation. Ma valeur n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient me donner ou m'enlever. Elle a toujours été à moi. J'avais juste besoin de la revendiquer par moi-même. En repensant au long chemin parcouru, de ce douloureux dîner de famille il y a 10 ans jusqu'à la vie que j'avais construite, j'ai ressenti une profonde gratitude, pour chaque épreuve qui m'avait façonné. Chaque rejet m'avait poussé vers l'autonomie. Chaque obstacle avait forgé ma résilience. Chaque moment de solitude m'avait appris à créer de véritables connexions. La véritable transformation, ça n'avait pas été de passer du statut de vilain petit canard, à celui d'entrepreneur à succès. C'était d'être passé de la petite fille qui mesurait sa propre valeur à travers le regard des autres, à la femme qui reconnaissait sa valeur inhérente, et qui vivait en conséquence. Je repense souvent à cet instant précis, dans le couloir du country club, quand Andrew a demandé « Tu la connais ?» Et que j'ai répondu « Je suis sa sœur ». Cette simple vérité était si puissante, non pas parce qu'elle a perturbé la journée parfaite des heures, mais parce qu'elle a affirmé ma place légitime, dans ma propre histoire, une place que personne ne pourrait plus jamais effacer ou nier. Qu'est-ce qui définit une famille? S'agit-il des liens du sang? D'une histoire partagée? Ou s'agit-il de quelque chose de plus profond encore? Le choix de se voir, et d'honorer nos moi les plus authentiques. J'ai appris que c'était la deuxième option. Ma famille de cœur, Jordan, mes amis, mes mentors et mes collègues qui m'ont soutenu, incarnent exactement ce que devrait être une famille. Et si mes parents de sang souhaitent faire partie de ce cercle, ils y sont les bienvenus, mais seulement s'ils sont capables d'y participer avec la même authenticité, et le même respect. Avez-vous déjà dû redéfinir la notion de famille, dans votre propre vie? Quelles limites avez-vous instaurées pour protéger votre estime personnelle? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, pour rejoindre notre communauté d'âmes résilientes, qui construisent leur vie selon leurs propres règles. N'oubliez pas, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ont été incapables de la voir. Elle s'affirme par votre courage à vivre de façon authentique, en dépit de ces personnes. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la tête haute, et sachez que vous êtes suffisante, exactement telle que vous êtes.